Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où toute l'équipe d'Écran Large se réunit pour parler de quelque chose qui nous rassemble et nous donne le sourire, la fin du monde sous toutes ses formes. Comme tous les gens de bon goût ayant quelques problèmes émotionnels, on aime voir le monde brûler, trembler, couler, s'ouvrir en deux, s'envoler, être atomisé par des bombes, des astéroïdes ou des aliens. Les films catastrophes font partie des petits plaisirs simples de la vie. Pour la sortie de Twisters, pseudo-suite du Twister des années 90 en salle dès le 17 juillet, on s'est dit qu'on allait faire le top 10 des meilleurs films catastrophes. Alors évidemment, il y a eu plein de bagarres et discussions intenses pour s'accorder sur les définitions de films catastrophes et sélectionner seulement 10 films. On a du coup décidé d'aborder le genre avec 10 types de catastrophes différentes, histoire d'offrir un panel à peu près complet de l'apocalypse. Et si vous trouvez qu'il manque plusieurs titres majeur, je peux déjà vous dire qu'on a consacré un podcast entier aux films catastrophes, si jamais vous avez envie de nous écouter en parler plus longuement. Allez, passons aux choses sérieuses, voici notre top 10 des films catastrophes, sans ordre particulier sauf peut-être le crescendo de l'apocalypse. Bon, pour commencer d'un bon pied, je vais évidemment commencer avec le genre qui nous rassemble toutes et tous ici aujourd'hui à cause ou grâce à la sortie au cinéma de Twisters. Laissez-moi donc vous conter les merveilles des films de tornades, ou en l'occurrence surtout d'un film de tornade. Car des films de tornade, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça, et si j'aurais pu citer Hurricane, je vais évidemment m'appesantir sur Twister, le grand frère de Twisters. Pur produit de son époque, c'est-à-dire 1996, le film de Jan de Bont offre le haut de l'affiche à deux icônes restées prisonnières du cinéma des années 90, Helen Hunt et le regretté Bill Paxton. Extrêmement classique dans son scénario, qui est d'ailleurs signé par Michael Crichton, qui n'est ni plus ni moins que l'auteur du roman Jurassic Park, et souffrant aujourd'hui de quelques effets douteux, Twister reste un divertissement très plaisant qui réserve de belles scènes de catastrophes assemblées autour d'une histoire d'amour quelque peu téléphonée. Et le film fit d'ailleurs un carton à sa sortie, accumulant pas loin de 500 millions de dollars après en avoir coûté 90. Tous les éléments qui font le Twisters d'aujourd'hui étaient déjà présents, ou presque. La rivalité entre chasseurs de tornades, les chamailleries romantiques, les courses en voiture pour poursuivre ou pour fuir une tornade, le premier amenant souvent au deuxième, et les parties de cache-cache sous des ponts pour s'abriter. À la différence que, pour un film catastrophe, ce Twister original hésite à basculer vraiment dans le dramatique et donne du spectacle sans trop oser montrer les horreurs qui vont avec, à part quelques maisons rasées, on est d'accord. Bref, de quoi se faire décoiffer les cheveux sans se faire traumatiser, et en bonne compagnie, vu qu'en plus des très bons Helen Hunt et Bill Paxton, les rôles secondaires sont en grande partie incarnés par de futures stars de l'époque, comme Philip Seymour Hoffman. Dernier détail, n'hésitez pas à le voir avant de voir Twisters, parce que vous y découvrirez l'histoire de la machine subtilement appelée Dorothy, bon, le magicien d'Oz, la tornade, tout ça, qui fait le lien avec le début du nouveau film. Puisqu'on parle d'apocalypse, de catastrophes naturelles et donc de grands spectacles qui fait boum boum, je viens vous parler tech avec notre partenaire sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma et leur spécialité c'est de mettre l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Alors je sais, moi le premier, je suis loin d'avoir le budget pour mettre à jour mon matériel cinéma à la maison, mais en ce moment sonvideo.com vous propose de super soldes et puisqu'on parle de cinéma catastrophe, je vous ai sélectionné une barre de son pour bien profiter des scènes d'apocalypse de vos films préférés. C'est la Samsung HWQ995D, j'ai pas de numéro complémentaire, qui est à 990 € au lieu de 1390. Alors déjà je dis barre de son, mais c'est une barre de son avec un caisson de basse et deux enceintes arrière, histoire d'avoir un vrai son immersif en 3D. Évidemment c'est compatible Dolby Atmos et DTS-X grâce à ses 11 canaux. Mais surtout les différentes enceintes sont reliées sans fil et sans perte dans la transmission, donc vous pouvez totalement adapter leur installation à votre salon sans que ce soit trop contraignant. C'est l'avantage de ce genre de barre de son, c'est à la fois très complet, bon même si pas autant qu'un vrai home cinéma, on s'entend, et ça reste très versatile selon l'emploi que vous voulez en faire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un mode adaptatif qui ajuste automatiquement et en temps réel les réglages sonores en fonction du contenu audio diffusé et des caractéristiques acoustiques de la pièce. Le lien est en description si ça vous intéresse et n'hésitez pas à aller jeter un œil au reste du catalogue de sonvideo.com. Après les tornades, on monte encore d'un cran avec ce qu'on appellerait les catastrophes urbaines, du style tunnel, pont ou immeuble qui s'effondre avec des gens dedans, dessus ou en dessous. Forcément, j'en profite pour glisser un mot sympa sur Daylight réalisé par Rob Cohen avec Stallone en super sauveur qui reste diablement efficace malgré quelques poncifs et effets spéciaux un peu ridés. Et tant qu'on y est, on pourrait citer le chouette film sud-coréen Tunnel
ou le moins chouette Skyscraper qui lorgne autant sur Piège de cristal que La Tour Infernale, qui lui, pour le coup, est LA référence ultime. C'est un film américain sorti en 1974 et réalisé par John Guillermin, pardonnez l'accent, avec un casting monstre composé de Steve McQueen, Paul Newman, Fred Astaire, Faye Dunaway et même un jeune O.J. Simpson. C'est aussi un projet colossal que je vois un peu comme l'équivalent terrestre de Titanic. À la place du plus gros paquebot jamais construit, on a le plus haut et luxueux bâtiment jamais conçu. Mais après un départ de feu ignoré, cette immense tour de verre se transforme en piège mortel pour celles et ceux qui ont été conviés à l'inauguration. La Tour Infernale dure 2h45 et pourtant, c'est un récit parfaitement dégraissé où chaque élément est à sa place. Les personnages sont particulièrement attachants, rien que le duo Fred Astaire et Jennifer Jones me déchire le cœur en 4. Bref, on n'a pas envie de gifler les gens parce qu'ils sont débiles, et ça c'est appréciable. Et puis ils ne sont pas invulnérables, et le film nous le rappelle souvent avec cruauté et cynisme. Le même cynisme qui fait que les murs sont presque recouverts d'or, mais que certains ont quand même cherché à économiser quelques dollars sur des câbles électriques au moment de la construction. Plus globalement, c'est du pur spectacle avec des effets pratiques toujours aussi convaincants, des beaux moments de tension et d'autres plus dantesques qui prennent des allures de toile en feu. Et puis le promoteur qui a pour devise We Build for Life, c'est aussi tristement ironique que d'avoir surnommé le Titanic l'insubmersible. La production aussi était grandiose, ne serait-ce que pour l'association historique entre la Fox et la Warner. En fait, La Tour Infernale est une adaptation, non pas d'un roman mais de deux, The Tower et The Glass Inferno. La Warner avait les droits de The Tower et ceux de The Glass Inferno ont été achetés quelques semaines après par la Fox. Pour éviter que deux films avec un pitch très similaire sortent la même année, les deux sociétés se sont associées pour financer et produire un seul film à hauteur de 50% chacune. C'est pourquoi le film a coûté la pas modique somme de 14 millions de dollars qu'il a facilement remboursé au box-office, en plus de rafler 3 Oscars. Voilà ma partie préférée. Faut dire que je ne vois pas ce qui peut être à la fois plus visuellement spectaculaire, beau et effrayant que les volcans en termes de catastrophes naturelles. Pourtant, là encore, il n'y en a pas tant que ça au cinéma. J'aurais pu vous parler de Volcano ou de Destruction finale, mais si vous me connaissez, vous savez que je vais plutôt répéter à quel point j'aime le Pic de Dante. Non mais comprenez-moi, j'ai découvert ce film quand j'étais toute petite et je vous laisse imaginer à quel point il a pu me marquer. Aussi bien la scène d'intro absolument horrible pendant laquelle la nana de Pierce Brosnan est tuée dans une éruption, que la séquence avec le couple qui se fait bouillir et celle de la grand-mère rôtie à l'acide. Et le petit chaton abandonné sur les marches dont on espère très fort qu'il s'en est sorti. Bon, alors ça c'est pour les traumatismes. Mais vous voyez, sorti en 1997, c'est-à-dire un an après Twister, le Pic de Dante, c'est un peu sa version beaucoup plus noire et impressionnante. Sans rire, la mise en scène de Roger Donaldson est hyper généreuse dans sa manière de magnifier l'éruption du volcan, le nuage de pluie acide et tout ce qui va avec. Pour moi, on est vraiment sur la définition la plus pure du film catastrophe, avec à la fois des représentations épiques de phénomènes gigantesques et la petite lorgnette qui confronte des personnages forts aux dangers immédiats. Je pense notamment à la scène où les héros évacuent un chalet dont les murs en bois sont soudain traversés par une coulée de lave, ou celle pendant laquelle un pont s'effondre sous les roues du véhicule du méchant. Avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton dans les rôles principaux, c'est-à-dire deux acteurs très prisonniers de leurs personnages respectifs de James Bond et de Sarah Connor, et qui trouvent certainement ici leur autre meilleur rôle, l'interprétation du film est vraiment béton. Et c'est hyper important quand on mise sur du grand spectacle comme ça, de réussir à faire exister des personnages crédibles et bien incarnés. Harry Dalton, volcanologue, arrive dans une petite bourgade, au sein de laquelle il soupçonne une activité sismique dangereuse. Face à lui, Rachel Wando, qui est maire de la petite bourgade en question, craint pour l'activité touristique et immobilière de sa ville, jusqu'à ce que la catastrophe arrive pour de bon et les réunisse. Oui, ça démarre un petit peu comme les Dents de la Mer, mais ça se termine pas pareil parce que personne ne tue le volcan. Bien malheureusement, le Pic de Dante fut un échec commercial à sa sortie, ne récoltant que 178 millions de dollars pour un budget de 116 millions, après avoir eu du mal à s'imposer face à la ressortie en salle du premier Star Wars. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez réparer cette injustice et vous m'en direz des nouvelles. Bien souvent dans les films catastrophes, la vanité et le sentiment de supériorité de l'homme, d'ailleurs plus souvent avec un petit H qu'un H majuscule, se confrontent à une nature indomptable et donc implacable. La planète nous rappelle que nous, malgré notre science, nos infrastructures et nos plus belles tenues de soirée, ne sommes rien face aux plus élémentaires. Et une des forces les plus élémentaires et destructrices, c'est clairement l'eau qui engloutit, broie et retourne tout sur son passage, notamment les bateaux qui avaient le malheur de se trouver là. Évidemment, on pense direct à Titanic ou En pleine tempête de Wolfgang Petersen, qui sont deux excellents films. Mais tant qu'à faire, autant parler d'un des premiers films catastrophes tels qu'Hollywood les conçoit, l'aventure du Poséidon, dont Petersen a d'ailleurs réalisé un remake en 2006, Poséidon. L'aventure du Poséidon, lui, est sorti en 1972 et a été réalisé par Ronald Neame,
après que le producteur Irving Allen ait senti le filon. C'est donc ce film qui a ouvert la voie aux super productions du genre, ne serait-ce qu'avec la Tour Infernale qu'on évoquait un peu plus tôt. Et on en retrouve bien toutes les composantes avec le cataclysme, la construction humaine qui ne tient pas le coup, le groupe de rescapés qui s'organise pour en réchapper, le leader naturel, en l'occurrence un révérend joué par Gene Hackman, et les morts cruelles en cours de route. Mais au-delà de définir le sous-genre, l'aventure du Poséidon est tout simplement un super film qui fourmille d'idées pour exploiter au maximum son unité de lieu, qu'il s'agisse des différents étages ou des éléments du décor, à l'image de cette ascension sur un sapin de Noël pour remonter vers la coque après que le paquebot se soit complètement retourné. Il y a donc énormément d'ambition avec les décors retournés et le plateau de tournage qui pouvait s'incliner jusqu'à 45 degrés. Évidemment, on peut trouver les accents bibliques un peu kitsch, mais le film est à la fois drôle, touchant et plein de moments de bravoure et de tension qui font suer et en mettre plein les yeux. En fait, je pense que si on aime les films catastrophes, on ne peut qu'aimer celui-là. Quand on pense au film catastrophe, on a immédiatement en tête des images de grands spectacles avec des foules de gens, des immeubles, des villes, des pays, voire la planète entière. Mais il ne faut pas oublier l'apocalypse invisible, plus vicieuse mais tout aussi terrible, celle des virus. On aurait pu citer Contagion, réalisé par Steven Soderbergh, parce que c'est un modèle dans le genre, surtout après la pandémie de Covid qui le rend encore plus effroyable. Mais on avait envie de remettre en avant un film moins récent et souvent oublié, Le Mystère Andromède, réalisé par Robert Wise et tiré du livre de Michael Crichton, le célèbre auteur de Jurassic Park. Sorti en 1971, Le Mystère Andromède raconte comment une équipe de scientifiques tente de comprendre et stopper un virus extraterrestre qui a ravagé une petite ville américaine suite au crash d'un satellite. Sur place, ils trouvent beaucoup de cadavres dont le sang a été réduit en poussière et 2 survivants, un bébé et un vieil homme. Le gouvernement récupère le satellite pour l'étudier dans une installation souterraine top secrète qui sera détruite par une explosion nucléaire si jamais cette forme de vie extraterrestre s'en échappait. A priori, on est dans l'anti-film catastrophe, un huis clos avec des scientifiques qui étudient le minuscule pour éviter le gigantesque désastre. Et c'est justement cette approche qui rend le film si captivant et unique. L'idée géniale, ce n'est pas juste que la menace vient du tout petit et de l'invisible, comme dans Alerte, Contagion, Phénomène ou Blindness. Dans Le Mystère Andromède, les personnages sont entièrement tournés vers le microscopique dans un décor anxiogène, austère et fermé. C'est là que tout se passe et c'est de là que va vraiment surgir l'angoisse. Je pense à cette excellente scène de tension où ils zooment de plus en plus pour observer en temps réel cette forme de vie grandir. Soudain, la peur invisible devient très claire et d'un coup, on bascule presque dans le pur film de monstre. C'est une idée assez géniale, un film catastrophe microscopique qui déplace le curseur du spectacle de l'apocalypse et qui prend le mal à la source pour nous laisser comprendre puis imaginer la terreur à venir. Ça peut sembler simple dit comme ça, mais c'est d'une efficacité redoutable. À ce titre, on peut mentionner le nom de Douglas Trumbull, le grand monsieur des effets visuels notamment connu pour 2001, l'Odyssée de l'espace, ou pour avoir réalisé le film culte Silent Running. Avec d'autres, il a travaillé sur les images de microscopes électroniques pour créer cette forme de vie alien particulièrement flippante et étrange à l'écran. Si vous cherchez les films majeurs dans l'histoire des effets spéciaux et visuels, vous tomberez très certainement sur Le Mystère Andromède parmi les pionniers. Vous tomberez aussi sur lui si vous cherchez les films catastrophes les plus réalistes parce que, apparemment, c'est très juste en matière de gestion de virus. Alors je sais pas si c'est censé être rassurant, mais en tout cas ça rend le film encore plus fascinant. Et je peux aussi mentionner quand même que Le Mystère Andromède a également été adapté en mini-série en 2008. On est toujours dans le domaine de la catastrophe parce que c'était franchement assez nul, donc s'il vous plaît, restons sur ce grand film. Alors il paraît que l'avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, même si a priori dans un train vous avez moins de chances de chuter de plusieurs centaines de mètres et de vous transformer en crêpe. Forcément le cinéma s'est bien amusé de nos peurs de l'altitude et on aurait pu se concentrer sur Airport, À l'heure zéro ou Flight de Robert Zemeckis. Mais soyons honnêtes, le meilleur film catastrophe dans les airs, voire l'un des meilleurs films catastrophes tout court, c'est peut-être sa meilleure parodie, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bien sûr je pourrais passer le reste de mon temps à vous énumérer les meilleures vannes de la comédie culte des As, les blagues sur le mot Shirley, le pilote automatique gonflable, le responsable d'aviation qui regrette d'avoir arrêté la clope, les enfêtes et la colle, mais on ne dit jamais assez à quel point l'humour des frères Zucker et de Jim Abrams est purement cinématographique. En ayant conscience des codes qu'ils s'approprient, tout est toujours une question de mise en scène. D'habitude des spectateurs qui se retrouvent pervertis en un raccord, en un mouvement de caméra ou en une apparition impromptue. Et c'est peut-être le plus important avec Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il est arrivé au meilleur moment, alors que le genre du film catastrophe était à son sommet pour mieux en déconstruire les clichés les plus éculés. Et dans la foulée, les As vont imposer au reste d'Hollywood un modèle de comédie réflexive que tout le monde va essayer de repiquer avec plus ou moins de succès, surtout moi.
En tout cas, y a-t-il un pilote dans l'avion me fait toujours autant rire, et c'est sans doute parce qu'il sait se mettre en scène comme un vrai film catastrophe, jusqu'à un atterrissage qui reste franchement spectaculaire derrière la blague. Et ça c'est fort. Vous aviez déjà peur dans l'avion? Alors qu'allez-vous faire dans l'espace là où personne ne pourra vous entendre crier? Le grand vide spatial a évidemment été un terrain de jeu important dans l'imaginaire collectif, mais pas si régulièrement qu'on pourrait le penser pour des purs films de catastrophe. À ce petit jeu, on peut bien sûr penser à Apollo 13, revenant sur la mission historique de la NASA qui avait failli tourner au drame avec son fameux Houston, we have a problem. Je pourrais également citer Les naufragés de l'espace de John Sturges, qui présageait d'ailleurs presque Apollo 13 justement. Mais quand on parle de catastrophe dans l'espace causée par l'humain, impossible de ne pas évoquer l'excellent Gravity d'Alfonso Cuarón. Gravity nous plonge dans une catastrophe spatiale plus vraie que nature lorsque les débris d'un satellite viennent détruire la navette où se trouvent les deux personnages principaux incarnés par Sandra Bullock et George Clooney. Alfonso Cuarón joue alors avec l'étendue infinie de l'espace pour nous faire ressentir, paradoxalement, une sensation d'enfermement dans un grand vide insaisissable. Les plans séquences offrent une continuité, une fluidité et de facto un réalisme frappant aux actions, aux événements et aux dangers subis par les astronautes et vécus en quasi-temps réel par nous, les spectateurs. Qu'ils subissent une première catastrophe violente en ouverture, tentent de s'amarrer à l'ISS, fuient un feu incontrôlé, retombent sur des débris mortels ou affrontent leur immense solitude. Jamais l'espace n'a été aussi magnifique et glaçant, envoûtant et suffocant, fascinant et effrayant à la fois sur un grand écran. Bref, c'est un grand film catastrophe absolument captivant et peut-être le meilleur film sur l'espace jamais réalisé, et ce n'est pas moi qui le dis, mais bien James Cameron. Si l'impuissance humaine est au cœur du cinéma catastrophe, il n'y a pas grand-chose de plus déprimant que de savoir qu'un gros caillou venu de l'espace s'approche inexorablement pour percuter la Terre. Visiblement, ce scénario a pas mal titillé Hollywood au tournant du siècle, puisque 2 films se sont tirés la bourre sur cette même prémisse en l'an de grâce 1998. Et si je suis là, vous vous doutez bien que face à Deep Impact, que j'ai toujours trouvé un peu chiant et gnangnan, mon cœur balance pour Armageddon de ce grand malade de Michael Bay. Parce que dans les années 90, c'était la fin de cette période d'insouciance où le soft power américain atteignait des sommets de porte-nawak patriotique. Alors pourquoi pas laisser la NASA entraîner en un temps record la meilleure équipe de foreurs pour creuser dans la météorite et y caler une bombe? Ça c'est du high concept comme seul Jerry Bruckheimer savait le faire, et Michael Bay était bien le réalisateur parfait pour ça. Parce que oui, Armageddon c'est fondamentalement crétin et limite propagandiste, mais après tout, la conquête spatiale et ses fantasmes ont toujours servi la mise en valeur de l'Amérique. C'est donc logique de voir l'un des cinéastes au style le plus publicitaire qui soit sublimer à chaque money shot ses héros ouvriers au ralenti et le drapeau au vent. Et puis il ne faut pas oublier qu'Armageddon n'est que le 3e long métrage de Bay après Bad Boys et The Rock. Et mine de rien, c'est encore le moment où Bay expérimente en termes de mise en scène comme un bébé qui met tout ce qui lui passe dans la bouche. Il y a une joie de tous les instants, le plaisir de la tentative qui donne des trucs ahurissants en matière de destruction massive, à commencer par ce plan de Paris avec les gargouilles qui me fait toujours péter un câble. En fait c'est ça, il y a une sincérité et une naïveté assez touchante dans Armageddon. C'est cheesy, souvent ridicule, mais perso, entre le sacrifice de Bruce Willis et la chanson d'Aerosmith sur Ben Affleck et Liv Tyler face au soleil couchant, j'en redemande. Il y a des gens, ils ne veulent pas se contenter d'une simple petite tornade ou d'une simple petite éruption. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'apocalypse totale. Tout part à volo, il n'y a plus de saison ma petite dame, la terre se dérègle de partout et à chacun d'eux constater à quelle sauce il va être mangé. Et franchement, vu la situation actuelle, c'est potentiellement l'hypothèse la plus probable. Alors j'aurais pu parler d'un film qu'on aime tendrement à écran large malgré ses énormes défauts et son pitch parmi les plus débiles du genre, qui est Fusion, mais un cinéaste affectionne particulièrement l'oblitération de notre planète par tous les moyens possibles, et ce cinéaste, c'est bien sûr Roland Emmerich. La tentation était grande de citer le complètement con 2012, ne serait-ce que pour la séquence délirante de destruction de Los Angeles, mais il faut reconnaître que le film n'est jamais aussi fun ensuite. Non, il faut forcément sélectionner son meilleur film, j'ai nommé Le Jour d'après. La note d'intention est assez claire, Emmerich veut déglinguer Hollywood et plus largement la planète Terre, peuplée de crétins qui non seulement ont provoqué leur perte, mais en plus se chargent de documenter eux-mêmes leur propre mort. Tout le monde est archi débile dans Le Jour d'après, de la meuf française s'il vous plaît qui va chercher son sac en plein tsunami new-yorkais, aux autorités bien sûr, en passant par ces bons vieux climato-sceptiques et ces connards de journalistes. Mine de rien, derrière ces multiples couches d'absurdité et ces personnages sommaires, on va dire,
le jour d'après est relativement en avance sur son temps, tout du moins vis-à-vis du milieu hollywoodien. L'être humain est un abruti qui a bien mérité de se manger les 7 plaies d'Égypte dans la gueule simultanément, et celle-ci constitue presque une épreuve que la Terre inflige à ses habitants, lesquels vont pour la plupart d'ailleurs échouer lamentablement. C'est pas fin du tout, il y a de quoi faire pleurer un climatologue, mais ça a le mérite d'être clair. Après bon, ça reste du Emmerich, tout ça n'est qu'un prétexte pour casser le maximum de trucs avec le budget qui lui a été alloué, et si ça marche, c'est parce que les séquences de destruction sont effectivement très réussies, notamment parce qu'en mettant l'humain face à ses responsabilités, Emmerich et son co-scénariste Jeffrey Nachmanoff s'amusent à placer en permanence des référents humains dans le cadre, histoire de mesurer l'ampleur du désastre et sa réalité, puisque la plupart des money shots sont en CGI, du CGI d'ailleurs très honnête pour 2004. Parce que même dans une apocalypse totale, le spectacle tient avant tout à l'implication de vrais personnages auxquels on peut se référer pour se rendre compte à quel point c'est la merde. C'est ce qui différencie nombre de bons et de mauvais films du genre. Bon, pour tout vous avouer, au moment de décider quel film on allait mettre dans cette sélection, on s'est pas mal tapé dessus. Par exemple, on s'est mis d'accord, enfin mes collègues se sont mis d'accord, pour exclure le Kaiju Eiga, potentiellement le genre qui a fracassé le plus de buildings de l'histoire du cinéma, quand même. Mais par contre, il semblerait que les aliens qui cassent des trucs en envahissant la Terre, c'est unanimement considéré comme relevant du film catastrophe. Mon hypothèse, c'est encore la faute de ce salaud de Roland Emmerich qui a mélangé les deux formes de spectacle dans son film le plus connu, Independence Day. Mais bon, au fond, on s'en fout, parce que c'est surtout une excuse pour parler d'un authentique chef-d'œuvre qui raconte la catastrophe plus qu'il ne l'utilise comme divertissement, quand bien même il s'agit d'un des films les plus spectaculaires post-année 2000. Je pense, bien sûr, à la Guerre des Mondes version Spielberg. Et oui, parce qu'après 2001, les films catastrophes ont forcément pris une autre tournure. Les attentats ont projeté la destruction, la vraie, de monuments iconiques sur toutes les télévisions du monde, avec toute l'horreur que ça implique. Difficile pour la culture populaire de s'en relever, et c'est bien Spielberg qui est parvenu à encapsuler parfaitement ce malaise. Ici, le grand spectacle tourne au film d'horreur, les attaques beaucoup plus tangibles n'attaquent pas une foule d'inconnus supposément piégés dans une maquette, mais l'existence même du cercle familial, le plus intime possible dans le modèle américain, selon le réalisateur. Pas de climax triomphant, pas de grands moments de bravoure, juste la perspective de la mort qui s'abat sur une civilisation toute puissante, laquelle ne va même pas parvenir à se sauver elle-même, et ce malgré la présence de Tom Cruise. Pour moi et bien d'autres dans l'équipe, il me semble, c'est l'un des plus grands films du réalisateur. Mieux encore, c'est l'une des rares fois où le genre a véritablement parlé d'une catastrophe dans toute sa violence et ce qu'elle représente. Avec Godzilla quand même, faut pas déconner un moment, voilà, je pourrais vous parler hyper longtemps de Godzilla là. Voilà pour notre petite liste des meilleurs films catastrophes. Et oui, on sait qu'il en manque beaucoup, et croyez-moi quand je vous dis qu'on s'est bien écharpé pour savoir quelle catégorie méritait sa place ou non dans cette vidéo. Moi, j'avais milité à fond pour mettre Gravity dans le lot, mais tout le monde n'était pas d'accord, alors dites-moi si j'avais raison ou si les autres avaient tort en commentaire. D'ailleurs, si vous en voulez plus, vous pouvez lire notre long papier d'une trentaine de films disponibles sur le site et visibles juste ici. Et si ce type de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres sur un genre particulier, les thrillers, la science-fiction, les rom-coms, vous pouvez nous aider en vous abonnant au site Écran Large. Pour quelques euros par mois, vous aurez accès à plusieurs dossiers exclusifs chaque semaine et ça nous permettra, de notre côté, de toujours tenter de nouveaux formats sur cette belle chaîne YouTube tout en continuant ceux que vous préférez. Toutes les infos sur l'abonnement sont évidemment disponibles dans la description. Bref, likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à nous dire quel film vous auriez absolument rajouté dans cette liste et abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. A très bientôt sur Écran Large.